Éric Nolot, bonjour. Bonjour Christophe Barbier, bonjour à tous. Bienvenue. Vous êtes l'auteur de La faute à Rousseau, publié aux éditions Léo Cher. La faute à Rousseau, c'est l'essai qu'il faut lire en ce printemps, si on veut être d'abord de bonne humeur, parce qu'évidemment, comme tout essai, c'est féroce et c'est très inspiré, mais si on veut aussi réfléchir, parce que derrière le phénomène Sandrine Rousseau, vous analysez une époque et ses dérives idéologiques, et puis on y croise aussi Philippe Roth, Honoré de Balzac et quelques autres, ce qui n'est pas désagréable. D'ailleurs, tiens, Philippe Roth, que vous citez, le sexe nous déborde, dit-il. Premier point, est-ce que Sandrine Rousseau a pour projet de, comme vous le dites, déconstruire l'homme, c'est-à-dire, est-ce que c'est d'abord un personnage castrateur ? Oui, je crois que c'est une bonne définition de Sandrine Rousseau, parce qu'à chaque fois qu'elle dénonce les violences sexuelles, alors je pense que nous serons tous d'accord pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes, on s'aperçoit que ça déborde rapidement pour criminaliser le désir masculin et la sexualité masculine en tant que telle. Donc je pense qu'il y a comme un projet de bonne du curé derrière. C'est une nouvelle bigoterie en réalité. Il faut castrer l'homme, oui. Il faut cacher ce pénis que je ne saurais voir. Vous analysez... Elle n'est pas complètement dans le coup. L'affaire de l'exposition de Bastien Vivès à Angoulême, elle a signé la pétition, empêchée. Exactement. Mais vous parlez aussi beaucoup de l'affaire Bayou. Dans l'affaire Bayou, il y a un mélange de volonté castratrice, c'est une sorte de séducteur de Don Juan qu'il faut abattre, et puis évidemment de rivalité politique. D'abord la rivalité politique, comment abattre de la meilleure façon un rival, l'accusé de violence faite aux femmes. Alors elle le fait publiquement, elle le fait sur un plateau de télévision, et elle laisse entendre des choses extrêmement graves, gravissimes. Elle dit cet homme pousse au bord du suicide des femmes, il y a une enquête en cours, on lui demande des précisions, elle dit non, c'est une enquête journalistique. L'enquête journalistique paraît, il n'y a absolument rien. Tout ça se termine en eau de boudin, d'ailleurs. Ça se termine en eau de boudin. Même la cellule de répression des violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie Les Verts ne se réunira pas. Et en fait, on s'aperçoit que Julien Bayou est un queutard. Alors, on peut porter un jugement moral sur les queutards. En tout cas, ça n'entre pas dans le code pénal. En attendant, la carrière de monsieur Bayou est tuée. Vous pensez qu'on ne se remet pas de cela, que ni Bayou ni Quatennens ne pourront revenir après ce qui leur a été intenté ? Je le crois. Je crois que c'est la mort sans phrase. Je crois que c'est un aller sans retour. C'est la marque d'infamie suprême de notre époque. Vous êtes un cogneur de femmes, vous êtes un violeur de femmes, ou alors vous êtes même un prédateur. C'est prédateur ou le terme emprise, ce sont des termes un peu fourre-tout, et on a l'impression qu'on ne peut pas s'y remettre, qu'il n'y a pas de... En fait, vous ne purgez jamais votre peine. François Gémen, vous le citez page 95, François Gémen, intellectuel plutôt écolo dans ses pensées, qui voit chez Sandrine Rousseau de l'insincérité nourrie d'ambition personnelle. C'est finalement peut-être un modèle moderne de calcul politique et de cynisme politique, Rousseau, faire carrière contre les autres. Oui, le cynisme politique, c'est pas l'apanage exclusif de Sandrine Rousseau, mais quand ça prend pour prétexte les violences faites aux femmes, le féminisme, l'écologie, je trouve ça particulièrement écœurant. Il y a quelque chose d'assez écœurant chez Sandrine Rousseau dans cette manière d'utiliser le mensonge, la diffamation, la manipulation, tout ça au nom du bien avec un B majuscule. Je trouve que ça signe l'époque et c'est vraiment pas ce que je préfère dans cette époque. Ce B majuscule, ce dogmatisme, vous dites le rousseauisme est un totalitarisme en marche. En marche certes, mais à petits pas dans l'opinion, est-ce que ça prend ? Ah, je trouve que là, elle a plutôt emprunté les bottes de 7 lieues. Hein. Alors évidemment, vous allez me dire, dès qu'on sort 100 km de Paris, le wokisme, le rousseauisme ont tendance à se perdre un peu dans la nature, mais c'est pas là où ça se joue. Ça se joue dans le milieu médiatico-intellectuel, où là, ça fait des ravages. Je vois autour de moi des tas de cervelles qui sont rongées par le rousseauisme, par le wokisme, et ça a des effets très concrets, c'est-à-dire que, en gros, eh bien, là aussi, c'est la mort sociale sans phrase, la mort médiatique sans phrase. Vous n'êtes plus invité dans les 2/3 des médias, vous ne pouvez plus vous exprimer, vous êtes traité de facho, parce que quiconque n'est pas rousseauiste ou wokiste maintenant est un facho, et maintenant même c'est un peu vieilli, vous êtes traité de néo-nazi. Néo-nazi, quand même, ça va un peu loin, non ? Vous vous sentez, vous, accusé de cela, empêché de vous exprimer à cause de vos positions ? Absolument. Écoutez, je crois pouvoir dire que je suis blacklisté par tout le service public, quasiment, à très peu de choses près. Je suis constamment vilipendé toute la journée sur les réseaux sociaux et ailleurs. Je suis traité de fasciste, etc., d'homme d'extrême droite, alors que je me revendique uniquement de valeurs de gauche. Malheureusement, je constate qu'on a encore franchi un cap. Certains libraires refusent de vendre le livre, donc ce sont des libraires militants, mais ils vendent des choses quand même, je ne sais pas, autrement plus problématiques que mon livre. Qu'est-ce que je fais ? Mon livre, vous l'avez lu, c'est
c'est presque uniquement factuel, même si je lui donne une forme pamphlétaire, même si j'avoue que j'y vais fort par moment, c'est très factuel. C'est pour ça d'ailleurs que Sandrine Rousseau refuse de débattre avec moi. Elle ne pourrait pas nier les faits. Alors parmi les idéologies que vous dénoncez derrière ce rousseauisme, vous établissez des liens entre le wokisme mais aussi une forme d'islamisme politique militant. Vous rapprochez de ce que Ouria Boutelja a pu dire, comme par exemple « on ne peut être israélien innocemment ». Et vous notez que elle a refusé, Sandrine Rousseau, de condamner l'interdiction faite aux Afghanes de faire des études supérieures. Quel lien établissez-vous entre les deux? Pourquoi cette espèce de gêne de Rousseau face à l'islamisme? D'abord, c'est une gêne parce qu'il ne faut pas contrarier l'électorat. C'est un calcul, à tort ou à raison. Qui est celui de Mélenchon aussi. Qui est celui de Mélenchon. Écoutez, de toute façon, le rousseauisme est un peu soluble dans le mélenchonisme, hein, évidemment. Mais enfin, c'est un calcul. On va chercher les voix là où elles sont. Il manque 600 000 voix. Où sont-elles, les 600 000 voix? Elles sont dans les quartiers. Elles sont du côté de l'islamisme politique, ne rien dire qui puisse contrarier les islamistes. Ensuite, il y a même une parenté qui est encore plus gênante, c'est le fait de la table rase. Vous voyez, quand les islamistes arrivent au pouvoir, ils disent il n'y avait rien avant l'islam, donc on dynamite les bouddhas. Quand Madame Rousseau veut prendre le pouvoir, elle dit il n'y avait rien avant moi puisque tout était sous le signe du patriarcat. Donc est-ce qu'on peut s'en prendre à des œuvres d'art? Est-ce qu'on peut balancer de la soupe sur des tableaux de Van Gogh au nom de l'écologie? Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, mais pas seulement du côté du cynisme politique, mais même des similitudes plus profondes. Et est-ce que ça peut marcher? C'est-à-dire, est-ce qu'électoralement ça peut marcher? Quand elle va à la manifestation des femmes iraniennes, elle se fait siffler. Donc on voit bien que même dans ces communautés, il n'y a pas d'unanimité. Non, les femmes qui participaient à cette manifestation de soutien ne sont pas dupes, mais les médias le sont. Cette scène est extraordinaire. Il y a une femme qui prend à témoin les médias et qui dit, écoutez, cette manifestation, le sujet n'est pas Madame Rousseau, ce sont les femmes iraniennes. Madame Rousseau a ce fameux petit sourire par lequel je commence le livre. Le sourire de Didi dans Tintin, de Didi dans Tintin, qui veut vous couper la tête pour que vous trouviez la voix. Et ensuite, elle se tourne vers le mur des médias et elle fait son petit numéro. Mission accomplie. Mais effectivement, les femmes iraniennes ou le soutien des femmes iraniennes, elles, ne sont pas dupes. Ce rousseauisme en marche, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Vous dites le rousseauisme est soluble dans le mélenchonisme. Et si c'était l'inverse? Et si Rousseau finissait par prendre la place de Mélenchon en 2027? Est-ce que vous le redoutez? Ah mais c'est le but. Elle veut être la candidate de la grosse NUPES. D'abord, elle veut être candidate, parce que c'est le but de tout homme ou de toute femme politique. Ensuite, ce sera extraordinaire pour elle qu'une femme soit la tête de proue de la NUPES et de ce combat d'extrême gauche. Moi, je crois qu'elle fait tout pour y arriver. La seule manière de l'arrêter, c'est que la gauche, celle que je prétends représenter, la gauche authentique, sociale, laïque, antitotalitaire, s'empare du combat anti-wokiste. Pour l'instant, on dit c'est un combat de droite. Mais non, vous avez vu que la gauche que je représente, enfin je le dis un peu rapidement, de manière immodeste, est en train de s'organiser et de comprendre que le wokisme est en train de tuer la gauche et tous les idéaux de gauche. Elle tue la laïcité, elle l'universalisme tue la République, l'universalisme républicain, etc. Mais cette gauche qui se mobilise, elle se mobilise tard, avec des gens plutôt âgés. On voit peu de jeunes leaders, ce sont plutôt les leaders de l'ancienne gauche. C'est pas très optimiste, ça. Non, mais écoutez, on se contente de ce qu'on a. On se contente de Bernard Cazeneuve pour le moment, si on trouve quelqu'un de plus jeune pour incarner. Mais écoutez, je crois que c'est un premier temps. Au moins, on a stoppé le désastre. Vous avez vu qu'il y a une législative partielle dans l'Ariège où l'ancienne gauche a défait la NUPES. Il y a un sursaut républicain, un sursaut de gauche, mais il faut arrêter de poser ce sceau d'infamie sur le combat anti-wokiste en disant c'est un combat fasciste d'extrême droite. C'est d'abord un combat de gauche. Cette minorité wokiste, elle peut aussi s'autodétruire. Vous le dites, page 66, le rousseauisme, c'est la dictature d'une minorité dans la minorité. Il peut y avoir une forme de cannibalisme, ils vont s'entretuer. Bien sûr, d'abord, ils s'entretuent de manière cynique pour avoir le pouvoir, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Quand vous avez, par exemple, des footballeurs dans le championnat de France de football, des footballeurs musulmans qui refusent de s'associer à des campagnes contre l'homophobie, là, ils sont très embêtés. Parce que d'un côté, les homosexuels minorités, il faut les soutenir. De l'autre, les musulmans, il ne faut pas les blesser. Non, il ne faut pas les blesser, puis ils ont toujours raison. Mais comment peut-on avoir raison des deux côtés? Donc l'intersectionnalité sera peut-être l'os sur lequel se briseront les dents de Madame Rousseau et de ses copines. Et ça peut arriver quand? Lors d'un problème de société, d'un fait divers, ou forcément dans une échéance électorale, où là, la gauche saura retrouver ses bases populaires? Je pense que ça peut prendre deux formes. D'abord, un incident par essence imprévisible, et ensuite, un moment de lassitude où les gens pensent que le délire va trop loin. Je vois qu'aux États-Unis, ils sont en train d'en revenir. C'est Thermidor que vous attendez là. Oui, exactement.
Exactement, Thermidor, ce serait une bonne idée, mais surtout le capitalisme à un moment comprend que ça devient contre-productif d'investir dans le wokisme, dans l'extrême-gauchisme, dans le rousseauisme au sens le plus général, et commence à voir que le public décroche. Follow the money, comme on dit aux États-Unis. Je vois que ça commence un peu à branler dans le manche. Vous voyez, je me contente de petits signes d'espoir, mais j'en suis là. Si la gauche s'est abandonnée comme ça dans le wokisme, vous le dites, page 89, c'est qu'elle a abandonné le prolétaire pour le minoritaire. Ah bah évidemment. La gauche républicaine, la gauche universaliste, va falloir qu'elle retrouve le prolétaire. Elle n'a pas grand-chose à lui proposer pour l'instant. Non, elle l'a perdu pour beaucoup de temps. Ce sera long, hein. Ce sera long. Je pense que la bataille culturelle, on peut déjà un peu équilibrer les forces, mais pour faire revenir l'électorat populaire vers la gauche traditionnelle, celle que je représente, je suis désolé de dire si souvent, je suis pas seul, que nous représentons, eh bien ce sera très très long. Mais c'est un travail de longue haleine, mais il faut avant que ça soit irréversible. Moi, je crains beaucoup que ça devienne irréversible, que les futures générations naissent dans un monde de plein pied avec les valeurs wokistes et rousseauistes. À moins que si la gauche républicaine ne revient pas, cette France loin du périphérique, eh ben elle se donne au Rassemblement national et à Marine Le Pen pour contrer et balayer ce wokisme. Ah, c'est un épilogue tout à fait probable, même tout à fait plausible. D'ailleurs, nourri aussi par le sens du délire en disant, bon, écoutez, entre deux mots, je vais choisir le moindre. Le Rassemblement national m'a l'air moins de le délire wokiste, par exemple, maintenant le trans est devenu une figure tout à fait centrale alors qu'elle ne dit rien à 99% des Français. Donc on peut avoir un retour vers quelque chose de plus traditionnel, en tout cas perçu comme tel, qui serait le Rassemblement national. Donc écoutez, entre Carib et Sylla, moi j'ai pas envie de choisir. Hein. L'échec de Jadot en 2022, c'est beaucoup dû à Sandrine Rousseau ou finalement elle a été un épiphénomène dans ce sabotage? Elle a contribué, hein, c'est la première fois que quelqu'un d'aussi haut placé dans une campagne électorale savonne la planche du candidat avec un nullité de sa campagne. Nullité de la campagne, c'est pas les bons enjeux. Il faut être beaucoup plus radical. Après, vous savez très bien, vous êtes un observateur politique avisé, que la présidentielle, c'est pas le truc des écolos. Hein. L'homme providentiel ou la femme providentielle, c'est pas leur truc. Alors c'est plein de mots savoureux, j'en cite un, mais il y en a beaucoup d'autres. Sandrine Rousseau est l'une des formes éphémères qu'emprunte parfois le néant pour se manifester auprès de l'humanité. Eh bien, renvoyons-la à son néant. Voilà, c'est la faute à Rousseau, Éric Nolot. Merci et bonne journée. Merci à vous.